ici, je trouve que les gens qui ont réussi, on les regarde, on leur pose des questions, on est admiratif. En France, on est un peu envieux, on est un peu jaloux parfois. Voilà, il y a une belle voiture, on va la rayer. On n'ose pas dire qu'on a réussi. On n'ose pas dire qu'on a réussi, c'est un peu tabou. C'est très très différent. Alors qu'ici, je trouve que les gens, voilà, et comme tu dis, il y a une culture où l'échec et les gens avec qui je parle, qui ont réussi 1000 fois mieux que moi, prennent beaucoup de plaisir à me raconter les fois où ils ont vraiment emmerdé. Voilà, ils sont plantés complètement. Donc, alors qu'en France, je sais pas si c'est à l'éducation ou vraiment l'échec est, voilà, quoi, excuse-moi le langage, mais t'es un peu une merde. Non, c'est vrai. Alors qu'ici, c'est accepté. Les gens, si on écoute n'importe quel si vous voulez écouter les histoires de Warren Buffett, Ray Dalio, ils vont tous vous parler de comment ils ont merdé au début. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là américain. Mais c'est très difficile parce que je pense que tu dois ressentir ça et je pense que tous les gens qui ont quitté leur pays un peu plus tard se ressentent que quand on rentre en France, on est plutôt américain et quand on est quand on est Amérique, on se sent plutôt français. Tu te sens encore décalé ici un peu Je me sens pas décalé forcément, mais parce que comme je disais, dans la mesure où les gens sont quand même faciles à parler, à s'entendre avec, mais ouais, il y a quand même des fois où je me sens un peu plus français, je pense, dans la façon de penser, et vice versa, quand je regarde un peu ce qui se passe en France, je me sens très américain. Donc on est un peu entre les deux, donc c'est pas facile pour moi de répondre à cette question. Ça dépend. C'est pas facile en fait parce qu'on se sent même un peu perdu en fait. Enfin tu vois, c'est genre ok, j'appartiens où en fait. Moi c'est pareil, toute ma vie d'adulte je l'ai faite aux États-Unis, sans rentrer dans des considérations philosophiques, mais qui suis-je? Non mais c'est ça, c'est vrai. C'est et du coup, ça. en sachant qui t'es, qu'est-ce que je transmets à mon enfant, à mes enfants, dans ma famille On est samedi matin, je suis dans la petite ville de Highlands Ranch, au sud de Denver, dans le Colorado. Il fait beau, je dirais pas qu'il fait chaud, mais il y a un grand ciel bleu, si caractéristique du Colorado ce matin. Et j'ai rendez-vous avec Ben dans une petite boulangerie de la ville. Et je suis un petit peu en avance, ce qui, je dois bien vous l'avouer, n'arrive pas souvent. Donc je vais en profiter pour aller m'installer et installer mon matériel. Vous venez avec moi ? Si on n'a jamais rien raté dans sa vie, alors on ne peut pas vraiment réussir. C'est en somme la philosophie de Ben, mon invité de la semaine. S'il ne l'a pas conscientisé tout de suite, Ben Barnes a su très tôt que sa vie serait ailleurs. Après avoir grandi en région parisienne avec ses parents et son frère, c'est finalement grâce à l'aide de sa grand-mère qu'il s'envole direction la Californie pour faire ses études. Une nouvelle vie donc, de nouveaux repères, et si la distance de sa famille est parfois difficile à vivre, Ben adore ce nouveau quotidien ensoleillé. Aujourd'hui dentiste établi à Denver, Ben revient sur son parcours qui n'a pas été un long fleuve tranquille, mais qui l'a amené là où il est aujourd'hui, heureux et entouré de sa famille dans son nouveau pays, un pays dans lequel il se projette pour la vie. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah non, good. Thank you. Do you want silverware? No, thank you. That looks good. Yeah. That just looks so good. Ça va très bien et toi ? Ça va ? Bah ça va pas, merci beaucoup de m'avoir, je suis hyper content, c'est vachement gentil. Avant qu'on commence, si tu pouvais me dire, qu'est-ce qui fait là, un bon épisode contre un mauvais épisode au niveau de l'invité, des tips pour que ça puisse être le mieux possible. Vas-y, je t'écoute. Salut. Bonjour. Est-ce que samedi c'est le jour de la grasse mat d'habitude ? D'habitude, oui. C'est vrai ? D'habitude, c'est l'heure où je me lève et là, je suis déjà assis avec toi. Donc, vraiment, j'ai fait un effort exceptionnel. Ouais, je te remercie. Voilà, merci. Je te remercie. De rien. Alors, on est aujourd'hui dans le Colorado. Ça fait combien de temps que tu es dans le Colorado ? Je viens d'arriver au Colorado en juillet. J'étais en Arizona avant. Ma femme est originaire de Denver, donc ça a toujours été un plan pour nous de revenir à un certain moment. Et pas inconnu, du coup, j'imagine que tu connaissais un peu le coin. Je suis venu quelques fois déjà pour Thanksgiving, Noël, pour voir un peu ma belle famille. Et on est vachement content pour l'instant. Et j'ai eu une opportunité qui m'a amené ici professionnellement.
Alors, on va revenir là-dessus dans un instant, mais j'aimerais bien revenir carrément en arrière. Attention, j'ai pas dit que t'étais vieux, mais t'as quitté toi la France avec quoi, 18, 20 ans? J'avais 18 ans quand j'ai quitté la France. Ouais. Je pense que ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie. Pourquoi t'es parti? Pourquoi je suis parti? J'ai une réponse un peu longue, Anne-Fleur. Est-ce que je peux Écoute, te donner une ça réponse tombe un peu bien, longue? j'ai un peu de temps. T'as un peu de temps. J'ai toujours été un garçon qui avait le rêve américain. J'ai toujours adoré la culture américaine. Qu'est-ce qui te faisait rêver? Depuis tout petit. Et j'ai un frère qui est handicapé, qui est autiste. Et la seule thérapie que mes parents ont trouvée qui fonctionnait réellement était à Philadelphie. D'accord. Donc quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient à Philadelphie tous les ans, et donc j'ai grandi avec cette idée que tout était possible aux États-Unis. Ouais. Donc et que la médecine était un peu ouf. Ouais. D'accord. Donc depuis tout petit, j'ai voulu venir en Amérique, et à 18 ans, j'ai été accepté dans un collège en Californie, et donc je suis parti, ce qui était extraordinaire, mais aussi très dur à 18 ans de partir tout seul sans sa famille. Donc il m'a fallu 1 an ou 2 d'adaptation, mais voilà, je suis très content de l'avoir fait. Et alors, t'es parti à l'époque, donc si t'étais pas encore étudiant, ça veut dire, très logistiquement, très pratico-pratique, t'es parti de ta poche en fait, du coup, si tu pars dans un collège américain. Le coût de l'éducation n'est pas le même qu'en France, je veux dire. C'est une très bonne question. Pour les écoles dentaires, j'ai dû prendre des crédits sur 3 ou 4 différentes banques qui étaient très difficiles à organiser. Pour le collège, j'ai eu déjà beaucoup plus de chance, ce qui n'est pas la chance de beaucoup d'étudiants. J'ai ma grand-mère qui a payé à peu près la moitié de mes frais. Ah, super, d'accord. Donc l'autre moitié, j'avais des petits boulots, je travaillais beaucoup, sur quoi on peut en parler, mais si j'avais pas ma grand-mère que je salue, j'aurais jamais pu venir aux États-Unis. D'accord, wow, voilà, ok. Voilà. Et donc tu savais déjà que tu voulais devenir dentiste? Est-ce que je savais que je voulais devenir dentiste? Quand t'es parti, je veux dire. Quand je suis parti, j'ai eu la chance à Paris de travailler avec différents professionnels du domaine de santé pour voir exactement ce qui me... T'as fait des stages pendant ton lycée ou... Voilà, pendant le lycée ou quand je revenais pendant les vacances d'été. Ouais. Et j'ai travaillé avec 2 dentistes qui sont aux 2 avenue Hoche à Paris, qui sont spécialistes en implants, et ça m'a vraiment plu, et c'est là que j'ai trouvé un peu ma vocation. D'accord. Mais pendant longtemps, je ne savais pas si je voulais travailler dans l'autisme aussi, donc j'ai fait beaucoup de volontariat, et j'aimerais beaucoup incorporer ça à mon cabinet dans le futur. D'accord, chouette. C'est un peu entre les deux. Ok, voilà. D'accord. Et quel type d'accompagnement dans l'autisme te branchait? C'est une bonne question. Quel type d'accompagnement? Moi, j'ai fait beaucoup ici ce qui s'appelle PRT, qui est le Pivotal Response Treatment, qui est une façon pour motiver les enfants qui ont l'autisme à participer dans la vie sociale, qui est quelque chose qui est un peu négligé dans beaucoup d'accompagnements. Et maintenant, je pense qu'il y a des gens qui sont plus éduqués et qui sont plus à même de faire ce travail que moi. Moi, j'aimerais juste pouvoir faire des soins dentaires et les aider. Je pense qu'il y a beaucoup de cas aussi qui sont un peu difficiles. Mon frère, je sais, qui était très difficile de maintenir dans une chaise et parce qu'ils n'ont pas le matériel et le training. Beaucoup de dentistes ne sont pas aptes à recevoir ce genre de patients. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment une demande. Et alors, j'en profite pour rebondir parce que sur la prise en charge et même l'accompagnement, comme tu dis, en fait, de l'autisme entre la France et les États-Unis. Alors, tu as parlé de la médecine avec Philadelphie, mais il n'y a pas que ça. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on est quand même plus équipé humainement, en fait, même à accepter la différence, à accueillir cette différence et à l'accompagner, non? Je suis d'accord à 100%. Ça a été très très difficile pour mes parents en France. Je pense beaucoup d'écoles ne voulaient pas le prendre. Pareil avec des centres. Il y avait juste l'option, c'était envoyez-le en Belgique, ils lui donneront des médicaments. Et mes parents ont toujours refusé de faire ça. Alors que c'est vrai qu'ici, quand je parle avec quand je parle avec les enfants de mes amis, c'est vrai qu'ils vont à l'école, ils ont toujours 1 ou 2 enfants handicapés dans leur classe. Ils sont vachement. C'est intégré, c'est pas du tout en fait. tabou. Voilà, c'est très très intégré. Ouais, c'est chouette. Donc du coup, tu as 18 ans, tu habitais où en France à ce moment-là? J'ai grandi à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris. Okay. Et donc je suis parti à 18 ans pour UC Santa Barbara. Ok, donc tu arbores fièrement les couleurs ce matin. Voilà, il se fait même arrêter dans le café par des alumni. Exactement. D'accord. Donc tu arrives là-bas, tu dis c'est assez difficile. Et puis, on est en quelle année à ce moment-là? On est en 2009. Donc il y a quand même les débuts de Facebook. Voilà, exactement. Heureusement qu'il y avait Facebook, c'est grâce à ça que j'ai pu maintenir. Mais donc à 2009, je suis parti et j'arrive dans le collège et au début c'était dur parce que j'avais pas du tout. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'avais pas du tout d'amis français.
Donc j'étais obligé d'être complètement intégré qu'avec des Américains. Mais c'est vrai qu'au début, quand je demandais mon chemin et qu'on me répondait, je comprenais pas. Je n'osais pas trop leur demander de répéter. Donc j'ai fait le tour du campus plusieurs fois. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça s'est arrangé vraiment. Même quand je galérais, que j'arrive, les profs me voyaient après les heures. Ils me vraiment. Sympa. Voilà, vraiment. Je sais pas si une j'aurais grande reçu. empathie dans l'accueil. Voilà, beaucoup d'empathie. Je sais pas si cool. on aurait eu ça en France pour les étrangers. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Ça dépend forcément des endroits. Voilà. Donc du coup, tu dis t'as pas d'amis français par choix ou juste parce que tu les rencontres pas? Non, maintenant j'ai des amis français. Mais mais à ce moment-là, quand je viens d'arriver, non, il y en avait pas. Je pense que dans toute la classe, sur les 4000 étudiants, il y avait 2 autres étudiants français. Donc on s'est connus après au fur et à mesure de l'année, on se parlait, mais voilà, on se croise pas non plus tous les jours. Voilà, d'accord. Pas, okay. voilà. D'accord. Donc du coup, tu fais quoi? Tu fais 4 ans à Santa Barbara? J'ai fait 4 ans à Santa Barbara sur le biologique. J'ai fait un bachelor de sciences en biologie. Ok. Et comme je dis, je travaillais dans l'autisme en même temps. J'ai aussi fait de la recherche en parasito. Ok. Donc en labo, un petit peu ras de laboratoire sur les microscopes à regarder des vers, mais j'adorais ça. Ouais. Donc je suis resté après pendant 1 an et demi à travailler dans le laboratoire. Et voilà. Et après je suis rentré en école dentaire en 2000. En quelle année je suis rentré? En 2015. Ok. À Santa Barbara aussi? Non, je suis parti en Arizona. D'accord. Donc, c'était à côté de Phoenix, une école qui s'appelle Etistil. Et justement, la raison pour laquelle c'était partie de mes premiers choix, c'est que c'est une des 2 seules écoles du pays qui a un programme spécial pour les patients handicapés. Ah, ok. Donc, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de vraiment participer à beaucoup d'événements, voilà. J'étais vice-président du comité Special Care. Et voilà. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2019. Travaillé un peu sur place. J'ai rencontré ma femme qui était aussi à Phoenix. Et voilà, c'était très sympa. Moi, on en a eu un peu marre de 50 degrés l'été. Donc on est parti. Coco, il fait pas non plus. On peut pas dire qu'il fasse frais ici l'été non plus. C'est vrai. Enfin, remarque, tu peux aller en montagne. Tu peux prendre la voiture à 30 minutes, il fait bon. C'est vrai. Mais je te promets, si tu te plains, je t'envoie une semaine à Phoenix. Ah oui, non, je sais. Ma belle-sœur habitait là-bas. Tu vas revenir ici, tu vas être très content de l'été de Denver. Il me semble que ta maman aussi, en fait, est tombée malade quand t'es partie aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Quand je suis venu ma première année, ça a été difficile pour plusieurs raisons. La première, ça a été la langue, la culture. Je pense que... Tu parlais anglais un peu en partie? Je parlais quand même très bien en anglais, mais très bien en anglais pour quelqu'un qui va à l'école publique en France, pas pour... un bon élève scolaire. Voilà, un bon élève scolaire. Voilà, j'avais pas des parents qui étaient bilingues, Donc ici, ça parle vite. Voilà, exactement. Ouais. Donc je suis venu et après j'ai appris mon 2e trimestre que ma mère avait un cancer du sein. D'accord. Et ma mère, ça a été... c'est la personne qui m'a permis de venir aux États-Unis déjà au début, qui m'a toujours poussé parce que mon père était contre. Ah ouais? Ouais. Elle a eu le cancer, ça a été la question de savoir est-ce que je reviens pour être à son accompagnement, et elle m'a toujours poussé à me dire non, c'est ta vie, c'est ton rêve, je ne veux pas que tu reviennes et Dieu merci, tout va très bien maintenant. Mais voilà. C'est vrai, d'accord, voilà, tout va très bien. Donc du coup, t'as considéré rentrer et finalement... Voilà, j'étais à 2 doigts de rentrer. J'ai eu un trimestre où je crois que toutes mes notes étaient absolument catastrophiques. J'ai même pas réussi à faire un seul examen parce que Et sur là aussi, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Ils m'ont dit écoutez, on comprend, on vous laisse une chance, vous ne pourrez pas refaire ça une 2e fois. Mais... Et donc, voilà, donc je suis rentré un peu plus souvent, tous les 3 mois, j'essaie de faire au moins une semaine. Alors, fais pas ça excuse-moi, parce que le micro, sinon excuse-moi. Je suis rentré. Ben danse avec son micro. Voilà, exactement. Voilà. Pardon. On parle beaucoup avec les mains dès qu'on parle français. C'est vrai. Donc, je suis rentré assez souvent et voilà. D'accord. Voilà. Et donc ta maman va bien. Et ma mère va très bien. Merci beaucoup de demander. C'est fantastique. Ok, tout d'accord. va très bien. Et alors, ta maman, pourquoi est-ce que ta maman t'encourageait et à l'inverse ton papa était hop, reste ici? Je pense qu'il y a des différences d'éducation, culture. Mon père, il est très bienveillant. Il avait juste peur que je sois un peu perdu, que je sache pas trop quoi faire. Il avait peur pour toi, quoi. Oui, il avait un peu peur pas pour lui, moi. Mais pour il toi. est très papa poule, alors que ma mère, c'est un peu l'opposé. C'est vas-y, si c'est ton rêve. Pars à l'aventure. Pars à l'aventure. voilà. D'accord. Donc ils sont un peu diamétralement opposés, ce qui me. Ça a été dur de les convaincre, du coup, d'avoir un consensus parental. Ça a été dur de les convaincre.
quand j'ai été accepté, en fait, ce que mon père a fait, il a imprimé une liste des collèges américains. Ouais. Il est le top 100, qui est un classement qui vient tous les ans. Ouais. Et je me rappellerai toute ma vie, il a pris une règle et un crayon et il a coupé une ligne en dessus de la 30e et il m'a dit voilà, si t'es pris dans une des 30 premières, je te laisse partir. Mais au-dessus de ça vaut pas le coup. Donc, et donc, Santa Barbara à l'époque était 28, je crois, ou 27. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas passé très loin. Et tu avais candidaté dans beaucoup d'universités ? J'avais fait beaucoup d'universités, surtout en Californie. Pourquoi ? Parce que la seule famille que j'avais était à Los Angeles. Ah, t'avais de la famille là-bas. J'ai la sœur de ma mère, ils sont partis il y a très longtemps, je crois, en 2000 ou 2001. Donc je voulais pas être complètement tout seul. Donc au moins j'avais un peu de famille à côté. Ok. Voilà. Donc en fait t'es parti, mais tu savais en fait du coup que tu partais pour devenir dentiste. Enfin je veux dire, tu savais que tu partais. Enfin je veux dire, si tu devenais dentiste aux États-Unis, il y avait des chances que tu rentres pas en fait. Moi je suis toujours parti dans l'idée de pas revenir. Ah ouais. Ouais, je pense que dès le moment c'est où rare de savoir ça à l'avance. Je pense que dès le moment où j'ai été accepté, pour moi c'était très clair que voilà, ma vie ça allait se faire aux États-Unis. Et j'ai tout fait pour ça. Voilà, donc je le savais. Okay. C'est pour ça aussi que c'était un peu dur de partir parce que je savais que tu savais que c'était un gros départ. Voilà. D'accord, ok. Alors donc du coup, tu t'installes en Arizona. C'est là que tu rencontres ta femme qui travaille aussi dans le médical. Exactement. Okay. Elle est pharmacienne. Tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés ? C'est très 21e siècle qu'on s'est rencontrés. Sur une app. Sur une app, voilà, qui s'appelle Coffee Meets Bagel. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai un copain, j'étais au bout de 3-4 mois d'études dentaires. J'ai demandé à mon meilleur copain, écoute, j'aimerais beaucoup rencontrer une fille, je passe ma journée à la bibliothèque, il faut que j'ai quand même un autre hobby. Et donc, j'ai pris cette application et la première journée, j'ai matché avec ma femme. Et, oui, d'accord, le premier quoi. Premier jour. Et ce week-end-là, on s'est rencontrés au restaurant et voilà. D'accord. Voilà. Elle m'a fait travailler très dur, mais Elle te fait travailler très dur. Elle m'a fait travailler très dur pour la conquête a été très difficile, mais voilà, ça valait le coup. Donc, Ok, est-ce que tu veux nous la décrire, ta femme ? Ce que je vais vous décrire, ma belle femme, elle parle pas français, donc je peux pas lui faire des compliments si elle comprend pas. Moi, je lui dirais, j'ai son numéro. Non, je plaisante. Ma femme, je l'ai rencontrée, comme j'ai dit, quand j'étais en première année d'école. C'est quelqu'un de très 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 vivante. Elle a vraiment très contente de rencontrer quelqu'un d'un peu différent, dans le sens où j'étais européen. T'es exotique. Voilà exactement. Donc ça m'a permis un peu de lui montrer la France. On a voyagé un peu et elle aussi. Le côté un peu Midwest, Colorado, très chaleureux des États-Unis, où les gens sont vraiment sympas et accueillants, qui m'avaient un peu manqué en Californie. Très zen ici. C'est vrai que moi, même au début, on marche dans la rue, si on croise le regard de quelqu'un, il vous demande comment ça va. C'est vraiment, c'est pas du tout parisien. Pas à prendre le café. Exactement. Moi qui ai grandi à Paris, au début, j'étais waouh. C'est culture choc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ma femme et on s'est beaucoup aidé quand j'étais en école dentaire et qu'elle commençait à travailler. Elle m'a beaucoup aidé et voilà. Et maintenant, on est tous les deux bien. C'était un peu difficile financièrement dans le côté où, avec l'argent que j'avais des banques pour payer les études, il me restait à peu près que $1,200, $1,400 par mois pour payer les frais, ce qui pour beaucoup de gens en France est beaucoup d'argent. Donc je ne dis pas ça de manière. Mais la vie ici est très chère. Mais la vie ici est très chère. Donc c'était très difficile. Donc elle m'a beaucoup aidé financièrement. Aussi, elle est très très forte. Elle est dans le domaine universitaire. Ouais. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui va se coucher à 6h du mat et travailler le jour d'avant. Elle m'a donné un peu de discipline pour m'aider à faire mes examens. Et donc voilà, je suis vraiment très heureux. J'ai une femme exceptionnelle. Elle est à la maison avec les deux petits qui ont tous les deux en dessous de 2 ans. Donc vraiment, je tire mon chapeau. C'est un peu une marathonienne en fait. Voilà, exactement. Et alors tes enfants, donc t'en as deux petits, non, un petit garçon, une petite fille. Voilà. Et je suis curieuse en fait de savoir avec quelle culture est-ce qu'ils grandissent du coup, puisque toi ça fait 13-14 ans du coup que tu es installé aux États-Unis. Bientôt 14, ouais. Je sais pas si tu te considères plus américain que français, un peu les deux en fonction de où t'es, mais du coup qu'est-ce que vous transmettez en fait à vos enfants, tu vois, les enfants de la 3e génération, avec quel mix de culture finalement ils grandissent? C'est une très bonne question, c'est un peu difficile d'y répondre dans le sens où ma femme ne parle pas français. Ouais. Moi j'essaye au maximum de parler français à mon fils. Quand on est tous les deux ou même voilà, mais je veux pas non plus que ma femme se sente exclue. Il a que 1 an et demi, mais l'autre fois je lui ai dit fais-moi un bisou, il m'a fait un bisou, donc vraiment ça a été un moment exceptionnel. Donc j'essaie de lui lire des livres en français, de lui mettre la télé, il appelle mamie et papy de temps en temps le week-end, il lui parle en français, donc j'essaie au maximum.
Mais voilà, il y a un peu, il sera plus américain. Ouais. Voilà. Ouais. Et toi là, tu te sens, tu places où l'aiguille pour ça? C'est très difficile. Je pense que ta vie adulte est américaine en fait. Voilà, je suis plus, mais c'est très difficile parce que je pense que tu dois ressentir ça, et je pense que tous les gens qui ont quitté leur pays un peu plus tard se ressentent que quand on rentre en France, on est plutôt américain, et quand on est quand on est Amérique, on se sent plutôt français. Tu te sens encore décalé ici un peu Je me sens pas décalé forcément, mais parce que comme je disais, dans la mesure où les gens sont quand même faciles à parler, à s'entendre avec, mais ouais, il y a quand même des fois où je me sens un peu plus français, je pense, dans la façon de penser, et vice versa, quand je regarde un peu ce qui se passe en France, je me sens très américain. Ouais, donc on est un peu entre les deux, donc c'est pas facile pour moi de répondre à cette question. Ouais. Ça dépend. C'est pas facile en fait, parce qu'on se sent même un peu perdu en fait. Enfin, tu vois, c'est genre ok, j'appartiens où en fait. Moi c'est pareil, toute ma vie d'adulte je l'ai faite aux États-Unis, sans rentrer dans des considérations philosophiques, mais qui suis-je? Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et du coup, en sachant qui t'es, qu'est-ce que je transmets à mon enfant, à mes enfants, dans ma famille Non, mais d'ailleurs, sur ça, moi qui ai eu la chance de manger avec ton mari et ton fils en français est absolument exceptionnel à 4 ans. Donc, il roll the air quand même. Un petit peu, d'accord. Mais vraiment, si tu pouvais m'apprendre un peu, parce que c'est vraiment génial ce que tu as réussi à faire. Donc, je te tire mon chapeau, vraiment, il parle. Ouais. Tu dis que tu fais attention du coup à ce que ta femme, puisqu'elle ne parle pas français, se sente inclus en fait dans la culture que tu essaies de partager avec tes enfants. Mais je veux dire, on peut partager la culture par plein d'autres choses. Elle vient, elle en France. Est-ce que tu sais un peu quelle relation elle développe au fur et à mesure avec ton pays d'origine? C'est une bonne question. Ça dépend de certains points. Je pense qu'elle est un peu comme moi. Je pense qu'elle aime un peu les mêmes côtés de la France. Elle adore le côté culturel qui manque un petit peu des fois aux États-Unis, de pouvoir marcher dans n'importe quelle rue. Il y a tellement d'histoires. La rue piétonne. Voilà, piétonne. Ouais. Et puis il y a ce côté artisan où tu rentres dans n'importe quelle boutique et les gens sont vraiment amoureux de ce qu'ils font. Ouais. Vraiment. Donc ça, c'est quelque chose dont elle est complètement amoureuse comme moi. Mais après, je pense que... Elle connaissait la France avant de te connaître? Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Un peu comme tous les Américains, voilà, Paris, la Tour Eiffel, voilà, les trucs. Your life must be so romantic. Exactement. Mais non, elle est très contente qu'il apprenne à parler français. Et le pauvre, maintenant, on a une babysitter qui vient de Colombie, donc il apprend aussi l'espagnol. Je sais pas, c'est bien. Il doit être un peu perdu à 1 an et demi, mais non, elle est très contente et elle essaie de regarder un peu avec moi. On regarde pas mal de films français, de séries. Cool. Ouais, donc ça, en fait, tu arrives quand même à partager. J'arrive un petit peu. Ta culture par plein de trucs. Elle a envie d'apprendre le français ou? Les Américains sont pas très forts en langue. Elle a fait des cours. Je pense qu'elle comprend beaucoup. Si je parle doucement, elle comprend beaucoup. Mais vraiment, pour quelqu'un qui a fait 5 ans d'espagnol, quand je l'entends essayer de parler, je vois que vraiment c'est dur. Vraiment, elle a d'autres qualités, mais la langue, c'est pas son truc. Donc... J'allais te poser des questions sur les dentistes. Est-ce qu'il y a en fait des différences importantes en fait avec la France? Moi j'ai l'impression déjà que tous les Américains ont des dents maxi bright, hyper blanches, et que c'est un peu les dents presque un signe extérieur de richesse aux États-Unis. C'est très ça. Voilà, tu l'as très bien décrit. Moi qui ai la chance d'avoir travaillé avec un dentiste en France qui s'appelle Dr René Girard, d'ailleurs, qui est exceptionnel. Quand je voyais ces patients venir et qui se cassaient une dent devant ou des cas un peu esthétiques, la philosophie est complètement différente. Ici, je veux être blanc, le plus blanc possible. En France, je veux que ce soit naturel, que ça ne se voit pas. Donc, c'est très, très différent. Ah ouais, d'accord. Voilà, ici, il y a vraiment une culture où les gens, tous les week-ends, se prennent des cresses White Stripes, où ils viennent de temps en temps faire du blanchiment. C'est vraiment très, très important pour les Américains. Je ne peux plus montrer mes dents, je ne vais plus sourire devant Ben. Non, il n'y a aucun problème. T'as de très belles dents. Mais ouais, c'est une culture un peu différente. Et après... Il y a une raison particulière ou c'est... On est juste différents, c'est une très bonne comme question. ça. Je pense que c'est juste une différence culturelle. Je pense qu'en France... Et puis aussi, il y a ce qu'on fait aussi. Les Français fument beaucoup, boivent beaucoup de café, font beaucoup de choses qui jaunissent les dents. Voilà, jaunissent les dents. Alors que les Américains font très attention à ça. Aux États-Unis, moi je sais qu'on m'a parfois, en fait, tu vois, dit va chez un dentiste qu'on t'a recommandé parce que on a des fois du mal à savoir, tu vois, c'est un business aussi en fait finalement, le dentiste, c'est de la médecine aussi bien entendu, et savoir
Est-ce qu'on me upsell pas un peu trop de services, etc. En fait, et du coup, je suis un peu intéressée d'en parler avec quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui connaît les deux systèmes qu'on connaît. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent les questions aux États-Unis. Et c'est 100% vrai, et c'est même très triste ce qui est en train de devenir le domaine dentaire aux États-Unis. Il y a beaucoup de grandes chaînes qui sont des big corporations qui ont 50, 70. La plus grande, c'est Heartland, qui a 700 cabinets, 800 cabinets. Donc, qui met des dentistes qui sortent d'école. Moi, j'ai travaillé pour une compagnie comme ça quand j'ai démarré ma carrière. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses sur le business management que je connaissais rien, comment voir ses chiffres, comment voir son staff. Mais voilà, tu as un manager qui dit à un garçon de 28 ans ah bah non, tu fais pas un composite, là ça devrait être une couronne, attends, tu leur charges 10 fois le prix. Ou... C'est des choses qui se passent réellement. C'est des choses qui se passent réellement aux États-Unis. Donc c'est très triste, mais après, c'est aussi de savoir avec qui on travaille. Si vous travaillez avec des gens souvent qui sont des cabinets, c'est difficile aussi de savoir parce qu'ils le masquent bien, qui appartiennent à des particuliers. Les règles sont en généralement pas les mêmes. Parce que moi, si tu m'attaques en justice ou si j'ai un problème, c'est toi contre moi. D'accord ? Si tu attaques Heartland en justice, ils en ont rien à foutre. D'accord ? Ils ont une armée d'avocats, ils s'en foutent complètement. Donc, c'est pas les mêmes protocoles. Tu fais une couronne pour moi, d'accord, tu vas la payer peut-être plus cher que chez eux, mais est-ce que tu préfères que ce soit fait par un professionnel qui est en Utah ou au Colorado ou quelqu'un en Chine qui l'a fait avec du matériel bas de gamme. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de différences, et le problème, c'est qu'aux États-Unis, on est un pays qui est très fort en marketing. En France, c'est complètement interdit de faire une pub pour un cabinet dentaire. À la radio, ici, c'est le cas. Donc, du coup, tu as des promos. Exactement. Genre, votre assurance couvre pas, venez pour moins de $100, on vous fait tout. Exactement. Voilà, exactement. Donc, on est en compétition avec des groupes qui font ce genre de travail 1000 fois mieux que nous, qui ont une armée, qui ont beaucoup d'équipes et qui prennent une grosse part du marché. Et si ça permet à des gens qui n'auraient pas accès aux soins de l'avoir, c'est très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est que, comme tu le dis, ça donne ce ressenti chez des gens comme toi que je vais chez le dentiste. Est-ce qu'il va vraiment regarder mes dents, mon porte-monnaie ? Et c'est horrible que les gens se sentent comme ça, mais malheureusement, c'est voilà. Mais ce n'est pas le cas chez moi, bien évidemment. Bien évidemment. C'est quoi, du coup, les conseils que tu peux donner à des gens qui, enfin, tu vois, pour trouver un praticien en quel tu as confiance, ou si tu as un doute, quelles questions est-ce qu'il y a des questions que tu peux poser ou des mesures que tu peux prendre ? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a t'as des petits tips en fait que des Français à l'étranger pourraient utiliser ? Je pense que déjà parler avec le praticien quand on arrive. Alors, quelle est votre philosophie ? Ça fait combien de temps que vous avez fait ça ? À qui appartient le cabinet ? Très important. Ah ouais, faut pas hésiter à poser la question. Non, à mon avis, faut pas hésiter à poser le cabinet. Moi, si on me demande, c'est moi qui l'ai. Et pendant 40 ans, c'était le cabinet de mon prédécesseur qui est connu à travers tout le pays. Donc voilà, on a quand même une réputation à tenir. Ça, c'est une bonne question. Après, dans la majorité du temps, je pense que Google est quand même très fort pour les reviews. Donc, si tu as un cabinet qui a quand même beaucoup de bonnes reviews et que tu regardes qui a 4.5 et au-dessus, même 4.8, 4.9, ouais, mais comme tu dis, s'ils ont le budget marketing, ils peuvent aussi acheter des reviews. C'est vrai, mais Google est très fort là-dessus. Ah ouais, Google il arrive à savoir, plus que Yelp voilà, ils arrivent à savoir si c'est un copain à toi ou la famille, ou si vraiment le téléphone a été alerté au cabinet. Moi, je suis pas, c'est toi l'ingénieur, c'est pas moi. Mais ils ont des algorithmes qui sont quand même très forts. Donc, Google Review est quand même un bon, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc poser des questions. Et voilà, et puis comparer, si on n'est pas sûr, on peut aller voir 2-3 dentistes. Après, c'est pas celui forcément qui vous dit que vous avez besoin du moins qui est le meilleur, mais moi j'ai des gens qui viennent qui ont besoin de 2-3 dents de travail et qui arrivent avec j'ai presque envie de dire un devis où ils ont besoin de travail sur 14 dents, alors que c'est absolument pas vrai, parce que c'est des grosses compagnies où les dentistes vont seulement être là pour 1 an. Donc quand vous revenez, si vous avez un problème, ah bah non, monsieur le dentiste n'est pas là. Voilà, donc ils en ont rien à foutre. Voilà, alors que moi, c'est ma réputation. Ils font pas la prévention. Exactement. Si toi tu viens et que tu as besoin de rien, je m'en fous. Moi, ce qui est important, c'est pas l'argent que je gagne sur toi, c'est comment tu parles de moi, à ta famille, à tes amis. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est là que je vais gagner de l'argent. Comment est-ce que tu vis du coup en tant que dentiste, du coup j'allais dire indépendant, tu peux dire ça, par rapport en fait justement à des collègues qui ont des pratiques différentes. Enfin, je veux dire, vous avez des conférences scientifiques, vous vous formez, vous avez une obligation d'éducation continue.
Comment, en fait, est-ce que du coup ces deux corps, c'est le même corps professionnel, mais ces deux philosophies finalement du métier cohabitent? C'est une très très bonne question. Et moi, c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, parce que je suis un très grand fan des podcasts. Ça m'a aidé énormément au début de ma carrière. J'ai écouté beaucoup de podcasts sur le domaine de business et aussi de dentaire pour apprendre un petit peu, parce que je ne connaissais rien. J'ai toujours l'impression d'être complètement ignorant, mais ça m'a déjà fait passer de 0 à un peu moins. Voilà. Et après, je pense qu'il faut aussi savoir être modeste et reconnaître qu'on a ses limites. Donc moi, j'ai des gens que je paye tous les mois, qui sont consultants, en qui j'ai confiance, avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, qui revoient mes chiffres, qui s'assurent que les choses sont bien faites, qui parlent à mon front desk comment présenter les cas. Voilà, je pense que les dentistes souvent qui ont du mal, c'est ceux qui ont l'impression qu'ils peuvent tout faire tout seuls. C'est admirable, mais voilà, qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est une des difficultés dans l'entrepreneuriat tout court, en fait. Voilà, exactement. Donc, on a envie de limiter les coûts, d'essayer de faire tout sj'ai on se burn out un peu. Et on peut pas être bon en tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait en Arizona, et je pense que j'étais complètement burn out. Et donc du coup maintenant j'ai plus de temps avec ma famille. Je paye des gens qui honnêtement font le travail plus rapidement que moi et mieux que moi. Donc voilà. D'accord. Voilà. Donc le conseil, c'est s'entourer. Le conseil, c'est de s'entourer, exactement. Il ne faut pas rester seul quand on est entrepreneur, que ce soit, comme tu dis, dans n'importe quel domaine. On peut se sentir très seul. C'est quand même beaucoup de risques quand on prend des... Moi, j'ai pris une loan pour le cabinet qui est presque à 1,5 million. Donc, je dis honnêtement, donc voilà, donc ça fait un peu peur quand on voit ce qu'il faut payer tous les mois. Donc ça rajoute une pression, surtout quand on a des enfants. Puis ce que j'allais dire, une pression familiale aussi, parce que j'imagine que tu ne peux pas forcément acheter tout de suite une maison. Exactement, qui est très importante. Donc il faut savoir s'entourer, il faut savoir demander de l'aide. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Moi, il y a plein de choses que je ne suis pas bon du tout. Donc voilà. Donc je m'entoure. Et justement, tu vois, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, savoir dire qu'on n'est pas bon en tout, puisque tu es entrepreneur aussi, donc en parallèle de ton métier de dentiste. Il y a une culture, en fait, tu vois, genre de la réussite, j'ai l'impression, en France, et ici... Alors c'est bizarre la manière dont je vais le dire, une culture de l'échec. C'est-à-dire que ici on donne de la valeur aussi à l'échec en fait dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué. 1000% d'accord avec toi. Et c'est aussi pourquoi je me reconnais plus dans la culture de travail américaine qu'en France. Maintenant, ceci dit, bien sûr qu'on a des gens qui sont brillantissimes en France. On a un pays qui est beaucoup plus petit en taille, mais ici, je trouve que les gens qui ont réussi, on les regarde, on leur pose des questions, on est admiratif. En France, on est un peu envieux, on est un peu jaloux parfois. Voilà, il y a une belle voiture, on va la rayer. On n'ose pas dire qu'on a réussi. On n'ose pas dire qu'on a réussi, c'est un peu tabou. C'est très très différent. Alors qu'ici, je trouve que les gens, voilà, et comme tu dis, il y a une culture où l'échec et les gens avec qui je parle, qui ont réussi 1000 fois mieux que moi, prennent beaucoup de plaisir à me raconter les fois où ils ont vraiment merdé. Voilà, ils sont plantés complètement. Donc, alors qu'en France, je sais pas si c'est à l'éducation ou vraiment l'échec est, voilà quoi, excuse-moi le langage, mais t'es un peu une merde. Alors que, non, c'est vrai. Alors qu'ici, c'est accepté. Les gens, si on écoute n'importe quel... Si vous voulez écouter les histoires de Warren Buffett, Ray Dalio, ils vont tous vous parler de comment ils ont merdé au début. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là américain. Et en fait, c'est le cheminement comme ça qui t'amène vers ton objectif. Et c'est normal, en fait. Enfin, ça arrive à tout le monde. Et prétendre qu'on ne s'est jamais planté, c'est juste un gros mensonge. Exactement. On n'a rien essayé. Donc, du coup, on ne peut pas se planter si on ne fait rien. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Donc, pas. Il y a un podcast qui est génial en français. Je ne sais pas si tu connais, c'est La Leçon de Pauline Grisoni, dans lequel elle reçoit des personnalités. Il y a beaucoup du domaine du divertissement, mais pas que, pour raconter en fait de manière assez légère leur pire fail. Tu vois. C'est génial. Donc ça commence aussi en France un petit peu. Mais c'est génial. Ouais. Et j'avais, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, dans une autre vie, j'avais participé, il y a une espèce de tournée en Amérique au pluriel, donc Amérique du Sud, Amérique du Nord, qui s'appelle les Fuck Up Night, où en fait c'est des entrepreneurs qui montent à la manière presque d'un truc de stand-up et qui vont te raconter en fait ce dans quoi ils ont merdé, etc. Et ils passent dans plein de villes et donc c'est des locaux en fait qui viennent te raconter. C'est génial. Et les fuck up, j'adore. Ouais. Super bon, j'adore. C'est ça, c'est bon pour le SEO. Hein. Oui, exactement. Très bien, je vais donner mon application. Je pense que j'ai pas mal de matos pour... Alors c'est quoi raconte-nous sur quoi t'as merdé. Mes premiers boulots déjà, qui ont été un peu difficiles, où j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des dentistes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, qui m'ont appris beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit, quand j'ai travaillé dans ce premier cabinet, c'était très difficile. Industriel, parce que, voilà, très industriel, où on voulait me faire du travail qui n'était pas acceptable pour le patient. Donc je me suis bataillé beaucoup avec
avec le patron qui n'était pas un dentiste, qui ne connaissait rien de domaine médical et qui voyait que des chiffres. Voilà, mais moi j'aime beaucoup l'argent, je veux en gagner beaucoup, j'ai aucun problème là-dessus, mais bon, il faut quand même, quand tu as une grand-mère de 70 ans qui est dans ta chaise et qui a besoin d'une couronne et qu'on te dit qu'il faut lui dire qu'elle en a besoin de 4, pour moi ça passe pas, c'est pas acceptable. Donc j'ai travaillé dans des cabinets comme ça. Donc mon premier cabinet, j'étais dans le pire quartier de Phoenix au début quand j'ai travaillé. C'est un quartier très populaire où il y avait pas mal, on avait souvent la police dehors, devant, mais moi j'adorais mes patients parce que ça m'a permis de parler espagnol beaucoup mieux, déjà numéro 1, et des gens qui sont déjà très heureux de voir un dentiste et quelqu'un qui leur prend l'attention. Mais bon, quand on se pique avec une aiguille et qu'on nous explique que c'est pas le problème du patron, que c'est à vous d'aller à l'hôpital et de vous en occuper, et qu'on est un peu tout seul sans soins, sans assurance médicale, c'est pas très sympa, alors qu'on est soi-disant le roi du cabinet 2 jours avant. Donc voilà, c'est un pays aussi, c'est un pays aussi qui est très dur là-dessus. Il faut quand même dire ça aux Français. Je pense que j'ai beaucoup d'amis qui ont l'impression qu'on arrive aux États-Unis et que ça y est, quoi, les rues sont pavées d'or et que c'est fini. Tapis rouge. Voilà, il faut travailler beaucoup et c'est très dur. C'est un pays qui peut être dur. Donc quand on n'est pas dans les bonnes situations professionnelles, on vous laisse tomber. Donc j'ai appris beaucoup et j'ai vu comment je ne voulais pas traiter mes employés, comment je voulais pas, mais voilà, donc j'ai beaucoup déconné au début et j'ai pris des emplois que j'aurais sans doute pas dû prendre, et même au niveau de mes cas, j'ai beaucoup appris. Je pense que ceux qui n'importe qui est dans le domaine médical ou même j'ai beaucoup apprécié le podcast d'Océane qui est la virologue. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être très paresseux. Son rythme de travail est assez impressionnant. Elle est un peu hyperactive, Océane. Aussi. Mais j'ai fait beaucoup de cas qui sont très avancés maintenant. Au début, quand je les faisais, j'ai eu des férieux, j'ai eu des trucs qu'il a fallu que je refasse. Voilà, il faut aussi être un peu honnête avec soi. On sort pas d'école dentaire à en faire des cas avec 10 implants et tout se passe très bien du premier jour. Alors t'es un génie, voilà, ça prend du temps. Donc faut être humble. Voilà, il faut être humble. J'ai eu beaucoup d'échecs dans tout, que ce soit business ou il s'est remis à danser. Pardon, excuse-moi, ou médical, mais voilà. Donc j'apprends et je suis très fier de mes échecs. Voilà. C'est super. Et alors, l'autre jour, on devait normalement enregistrer il y a une semaine, et puis l'un comme l'autre, nos agendas, on a eu quelques conflits. J'aimerais bien que tu me parles aussi en fait du management à l'américaine. Est-ce que, en fait, je pense à ça parce que du coup, t'as eu une personne qui est partie un peu plus tôt que prévu de ton boulot. Je sais pas si c'est ok de le dire. Oui, bien sûr. Est-ce que t'as en fait des après, t'as pas été manager en France, tu vois. Non, mais est-ce que, je sais pas, t'as remarqué en fait dans la culture du travail, dans la culture du management, d'être entrepreneur. Enfin, je veux dire, tu revêts beaucoup de casquettes finalement. Est-ce que, je sais pas, t'as des conseils, j'arrive plus à parler, des observations que tu as relevées en fait entre la France et les États-Unis? Comme tu dis, j'ai pas énormément d'expérience en France, mais j'ai quand même mes parents sont chefs d'entreprise en France, ils ont une pharmacie à Paris, mais je trouve qu'il y a une différence culturelle qui est assez importante. C'est-à-dire que moi, mes employés, et ça va l'air un peu cliché, je veux absolument qu'ils soient heureux et qu'ils se sentent bien dans leur peau quand ils arrivent au boulot. C'est très très important pour moi. Voilà. Pourquoi? Donc, pourquoi ? Parce que c'est un peu la notion, je pense que c'est un peu Google qui a aussi amené ça, c'est de façon juste au quotidien, c'est agréable d'avoir des gens qui sont heureux entourés de soi. Même pour moi, ça me fait plaisir d'arriver au boulot et de savoir ce qu'ils ont fait le week-end. On est un peu plus friendly que je pense il y a 20 ans. Et de l'autre côté, même financièrement complètement, je pense que les gens qui sont plus heureux travaillent mieux. Voilà, donc de deux côtés. Ils sont plus efficaces, plus productifs. Donc moi, je prends quand même beaucoup de temps à être un peu psychiatre. Je ne sais pas si je le fais bien. Mais comment tu t'y prends alors ? Comment je m'y prends ? Quand je vois que mes employés sont un peu plus calmes, je leur demande ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une partie où ils voudraient grandir ? Est-ce que je peux les aider leur faire un training ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un peu être au devant des problèmes dans l'entreprise pour que les gens se sentent encadrés. Et je pense que les gens ont besoin de beaucoup de suivi maintenant. Je pense qu'on est dans une époque un peu différente. À l'époque, les gens allaient au boulot, ils rentraient le soir. Maintenant, ils ont besoin de se sentir appréciés. Donc, s'ils ont un bon mois, je leur offre un petit cadeau. Là, j'ai ma hygiéniste qui a fait super. Je l'ai envoyé faire un massage avec son mari. L'autre, je lui envoie un match de baseball. Voilà. Donc, j'essaye de
de faire des petits trucs par-ci par-là pour que les gens se sentent valued. Se sentent valued, exactement. Valorisés. Voilà, ouais. exactement. Je pense que c'est très important, surtout ici, parce qu'on n'est plus dans le domaine où c'est le patron qui rentre et machin. Moi, je reçois beaucoup de résumés. Tu as parlé de la fille qui est partie devant, qui était d'ailleurs très bien. Elle a juste eu une opportunité dans son job d'avant. Elle voulait travailler dans l'éducation. Elle m'a demandé. J'ai dit, je comprends tout à fait. Ce que je ne m'a pas plu, c'est qu'elle m'a dit qu'elle pouvait rester 2 semaines et qu'au bout d'une semaine, elle est partie. Mais c'est un peu le monde dans lequel on est. Je reçois beaucoup de CV de gens qui voulaient appliquer pour la position qu'elle a laissée vacante. Et j'étais en train de t'en parler avant qu'on prenne un café. Des gens qui ont 25-30 ans et qui ont déjà 10 expériences professionnelles. Donc on voit sur le résumé qui papillonne un peu plus. Voilà, de mai à juillet. Enfin, je veux dire, moi, si je travaille quelque part 2 mois, je le mets même pas sur mon résumé. Je veux dire, c'est carrément. Donc on est un peu dans ce monde-là. On est des vieux, nous. Exactement.